Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la dysplasie de la hanche. Mais avant, j'aimerais remercier infiniment mon mentor, Dr Hervé Bichet, avec lequel on était resté au service de pathologie médicale, anatomie pathologique, de l'École interétat de sciences et de médecine vétérinaire de 1999 à 2002. Si j'ai bonne mémoire. C'est aussi l'occasion de remercier infiniment Dr Gabi Fall qui fait un excellent travail au niveau de la clinique Bombo de Dakar où il dispose un appareil de radiographie numérique qui lui permet de faire des radios très excellentes, très importantes dans le cadre du diagnostic de la dysplasie de la hanche. Et si je me rappelle, au niveau de l'école interétat, on avait une radio Canix 2000 qui a été mise en place au moment où on était là-bas, ce qui permettait de développer des négatifs et de confirmer certains troubles osseux. Je ne commencerai pas sans remercier aussi les membres de l'équipe, nos compagnons chiens et chats du Niger, qui sont les clients de la maison des éleveurs, et nous vous remercions infiniment pour tous les services que vous nous rendez. Ceci étant, je vous propose le plan suivant. Tout naturellement, on va commencer par une définition, ensuite voir les causes de la dysplasie de la hanche, expliquer le mécanisme physiopathologique, la clinique, le diagnostic, le traitement, le pronostic et tout naturellement, on va terminer par la prévention. Il faut dire que la dysplasie de la hanche est une anomalie héréditaire polygénique du développement de l'articulation coxo-fémorale du chien et entraînant la laxité de cette articulation, des douleurs, de la boiterie, une modification de la façon de s'asseoir du chien, une fonte musculaire au niveau des membres postérieurs et enfin une arthrose secondaire. La dysplasie de la hanche impacte la qualité de la vie du chien car non seulement elle est très douloureuse, mais aussi et surtout, elle va entraîner une réduction des activités du chien et par conséquent, un fort impact sur la qualité de ce dernier. Il faut un rappel anatomique pour dire que l'articulation coxo-fémorale est constituée par une cavité qu'on appelle la cavité acétabulaire dans laquelle vient s'imbriquer la tête du fémur. Dans cette articulation, il y a du cartilage qui permet d'assouplir le mouvement des œufs. Il y a le liquide synovial, mais aussi et surtout, il y a tous les ligaments qu'il y a autour de cette articulation. À l'inverse, lorsque nous avons une dysplasie de la hanche, nous avons la tête du fémur qui ne s'emboîte pas correctement dans la cavité acétabulaire, ce qui fait qu'on a une subluxation. Et à la longue, il y aura un processus inflammatoire, puis des douleurs dues au jeu entre les os qui, à la longue, finiront par provoquer une arthrose. D'un point de vue clinique, là, nous avons deux bergers allemands. Il y a le berger allemand, celui-là, nous constatons qu'il s'appuie sur son membre antérieur droit. Par contre, il ne veut pas s'appuyer sur son membre antérieur gauche. Quant à celui-là, nous constatons qu'il s'appuie sur le membre antérieur gauche et il ne veut pas s'appuyer sur le membre antérieur droit. Donc, il y a une boiterie au niveau du train postérieur. D'un point de vue radiographique, là, nous avons deux clichés. Ici, nous avons le cliché d'une hanche normale et ici, nous avons le cliché d'une hanche dysplasique. Au niveau de la hanche normale, nous constatons la cavité acétabulaire. Elle est bien circulaire, elle constitue pratiquement un demi-cercle. Et mieux, nous constatons que la tête du fémur vient s'imbriquer correctement dans la cavité acétabulaire. Au niveau de la hanche dysplasique, nous constatons que la cavité acétabulaire, elle est pratiquement plate, elle est pratiquement inexistante et d'autre part, la tête du fémur est très érodée. Il faut dire que la dysplasie de la hanche est une pathologie qu'on rencontre le plus souvent au niveau de certaines races plutôt que d'autres. C'est ainsi que les chiens de grande taille, les chiens géants, les chiens à une croissance rapide
Et les chiens ayant une contrainte importante au niveau de l'articulation coxo-fémorale sont plus prédisposés à faire la dysplasie de la hanche. Et ces chiens, c'est surtout le berger allemand, le labrador, le golden retriever, le rottweiler, le dog allemand, le saint-bernard, pour ne citer que cela. Nous ne ferons pas un cours d'ethnologie, mais il serait important quand même de montrer ces chiens. Voilà d'abord le berger allemand qui est le plus prédisposé. Ensuite, il y a le labrador. Ensuite, il y a le golden retriever. Il y a le rottweiler. Ici, un rottweiler smile. Le dog allemand et le saint-bernard. Quels sont les facteurs de risque de la dysplasie de la hanche? Il faut d'abord dire que la dysplasie de la hanche est une pathologie génétique. Elle est gouvernée par une hérédité polygénique. Autrement dit, il y a plusieurs gènes qui interviennent dans l'expression clinique de la maladie. Moralité, pour utiliser l'expression de mon cher maître, professeur Ayayi Akapo, il faut sélectionner les chiens issus des parents qui sont sains. En effet, il n'est pas recommandé de choisir des chiens dont l'un des parents ou les deux sont dysplasiques. Parmi les facteurs de croissance, il y a les chiens qui ont une croissance rapide. En effet, la croissance rapide entraîne une pression importante sur les articulations. Il y a aussi un facteur alimentaire. En effet, une alimentation déséquilibrée peut prédisposer à la dysplasie de la hanche. Un exercice physique excessif ou inadapté peut provoquer une dysplasie de la hanche. Moralité, il est fortement déconseillé de faire beaucoup d'exercices physiques à son chiot alors que sa croissance n'est pas terminée. En effet, vous le prédisposez à des troubles osseux en lui imposant un rythme d'exercice physique très difficile. Et enfin, il y a l'environnement. C'est ainsi que les sols très glissants peuvent écarter votre chiot et provoquer une subluxation. Mais aussi les escaliers, eux aussi, ils sont à même de provoquer une sollicitation très importante de l'articulation de la hanche et par conséquent constitue un risque de dysplasie de la hanche. Parlons à présent de la physiopathologie de la dysplasie de la hanche. Il faudrait dire que la laxité articulation va entraîner une subluxation. La subluxation va entraîner un processus inflammatoire. Et ce processus inflammatoire, comme il est douloureux, celui qui entraîne la bactérie, et à la longue, le processus inflammatoire va entraîner un remaniement osseux. Et à la longue, le remaniement osseux va conduire à une arthrose secondaire. Parlons à présent de la clinique. Les chiens souffrant d'une dysplasie de la hanche manifestent les signes suivants. 1. Vous constaterez une bactérie postérieure qui est intermittente. Ça veut dire que cette bactérie, elle peut disparaître, elle peut réapparaître et vous la constaterez surtout au niveau des membres postérieurs. Vous constaterez que le chien a des difficultés à se lever, il a des difficultés à sauter, il a des difficultés à monter les escaliers. Et vous pouvez constater une douleur à l'extension de la hanche. Donc lorsque vous faites une manipulation et que vous essayez de faire une extension de la hanche, vous aurez de la douleur. Vous pouvez observer aussi une atrophie musculaire des membres postérieurs, des signes de douleur au toucher, d'où le plus souvent les chiens qui sont dysplasiques ont tendance à refuser les activités ou à refuser l'exercice. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous constatons un chien de race berger allemand. Nous constatons que le membre postérieur gauche, il l'appuie à la limite et que c'est surtout sur le membre postérieur droit qu'il s'appuie. Là, nous avons aussi un autre chien. Si nous constatons l'expression du visage, nous constatons qu'il est vraiment triste. Et d'autre part, nous avons l'impression, même si c'est une image, qu'il a un train postérieur qui est chancelant. Comme s'il vacille de gauche à droite par manque de fixité ou par excès de laxité des ligaments coxo-fémoraux. Là, il y a une modification de la façon de s'asseoir du chien. Au lieu de s'asseoir sur ses deux membres, il a tendance à s'asseoir sur l'un des membres et d'éviter tout jeu de l'articulation coxo-fémorale du membre droit. Parlons à présent du diagnostic. Et je pense que le diagnostic est l'élément le plus important, particulièrement pour nos jeunes étudiants, mais aussi et surtout pour
les cliniciens. En effet, pour poser le diagnostic, il faut faire un examen clinique complet de la hanche et parmi ces examens, il y a le test d'ortholanie. Le test d'ortholanie, il consiste à mettre le chien en décubitus dorsal, puis à écarter les membres latéralement et ce qui va provoquer une subluxation de la tête du fémur après l'extension des membres. Et lorsque vous amenez les membres à leur position, vous entendrez le cloc indiquant la subluxation de la hanche. Au-delà du test d'ortholanie, il faut faire des observations sur comment le chien marche, quelle est sa posture, est-ce qu'il a une symétrie des membres, est-ce qu'il a une douleur articulaire ou bien est-ce qu'il y a une fonte musculaire des membres postérieurs. Donc tout cela va orienter vers une suspicion de la dysplasie de la hanche. Il ne faut pas perdre de vue qu'en radiographie, là nous avons une articulation normale. Regardez comment est-ce la tête s'emboîte dans la cavité acétabulaire. À l'inverse, nous avons ici une tête de fémur qui est trop plate avec une cavité acétabulaire très plate. Au-delà de l'examen clinique, il faut faire une radiographie. Et la radiographie, elle se fait sous anesthésie. Et c'est ainsi que l'examen des clichés va montrer une laxité et une usure des os au niveau de l'articulation coxo-fémorale lorsque vous allez visionner votre cliché. Il faut dire aussi que parmi les tests de diagnostic, il y a le PEN-HIP, qui veut dire University of Pennsylvania HIP Improvement Program. En effet, c'était un programme qui a vu le jour en 1993 et qui a été lancé par un certain Smith Gale, dont l'objectif c'est de réduire au sein de la population canine la prévalence de la dysplasie de la hanche. Donc, ce programme consiste à faire 3 clichés radiographiques sur plusieurs angles différents, ce qui permettent de mesurer un indicateur qu'il s'appelle Destruction Index. Parmi les index, il y a l'angle Norbert-Olson, qui est un index qui permet d'apprécier l'évolution de la dysplasie de la hanche chez un chien. Et bien cet angle, comment il est mesuré? Tout d'abord, il faut faire l'horizontale qui va rejoindre les 2 points ou les 2 milieux de la tête du fémur. À partir du point de la tête du fémur, il faut lever une droite qui passe par le rebord crânio-latéral de l'acétabulum et l'angle formé par les 2 droites, l'une qui est horizontale et l'autre qui va vers le rebord crânio-latéral forme l'angle Norbert-Olson. Et maintenant, il faut interpréter cet angle. En effet, tous les sujets qui ont un angle Norbert-Olson supérieur à 105 degrés sont cotés A. Donc, ce sont des chiens qui sont indemnes de dysplasie de la hanche. Il n'y a aucune anomalie de l'articulation. La position de la tête du fémur dans le cotyle est parfaite. Par contre, les chiens qui ont un angle Norbert-Olson compris entre 105 et 90 degrés ont des dysplasies à des degrés différents. C'est ainsi que les chiens sont cotés B lorsque l'angle est situé entre 105 et 100 degrés Celsius. On parle du stade de transition. Ils sont cotés C, autrement dit avec une dysplasie légère, lorsque il y a une mauvaise position de la tête du fémur dans le cotyle et l'angle Norbert-Olson est compris entre 100 et 105. Il y a une dysplasie modérée lorsque l'angle est compris entre 90 et 100. Et enfin, nous avons une dysplasie sévère lorsque nous avons l'angle Norbert-Olson qui est inférieur à 90. Parlons à présent du traitement de la dysplasie de la hanche, qui est une vraie gageure.
Mais avant, ici, nous constatons des négatifs où nous avons ici une prothèse de la tête du fémur. Donc, il faut dire qu'il y a deux approches thérapeutiques. Il y a une approche qui est conservatrice et il y a une approche qui est chirurgicale. Au niveau de l'approche conservatrice, il faut gérer le poids de l'animal afin d'éviter que le chien soit très lourd et qu'il ait une forte pression sur l'articulation coxo-fémorale. Donc, c'est quelque chose aussi de très important. Il y a aussi l'utilisation des chondroprotecteurs et on les apporte sous forme de médicaments ou bien on les apporte sous forme d'alimentation. Et c'est ainsi qu'on peut rajouter des substances comme la glucosamine, la chondroïtine, les acides gras oméga 3 ou la vitamine E, autrement dit les tocophérols. On peut utiliser aussi les anti-inflammatoires non stéroïdiens, même si leur utilisation durant une longue période n'est pas facile à cause des ulcères de l'estomac qu'ils peuvent provoquer. On peut utiliser des antalgiques. On peut aussi passer par la rééducation pour renforcer les muscles. C'est ainsi qu'on peut amener les chiens à faire de la nage, de la natation. Et enfin, on peut utiliser de l'orthèse de la hanche pour soulager la douleur. Et là, nous avons un exemple d'orthèse. C'est aussi l'occasion de rappeler qu'il y a une différence entre une prothèse et une orthèse. Une prothèse, c'est pour substituer carrément un organe qu'on a enlevé, alors que l'orthèse, c'est pour suppléer, soulager et renforcer un organe. Au-delà de l'approche conservatrice, il y a l'approche chirurgicale. Et à ce niveau, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. Donc, la première, c'est la triple ostéotomie du bassin. Elle est recommandée chez les jeunes chiots. Il s'agit de découper le bassin pour réorienter l'articulation de la hanche. La deuxième, c'est la prothèse totale de la hanche. La prothèse totale de la hanche consiste à remplacer l'articulation de la hanche défectueuse par une prothèse artificielle. Donc, cette prothèse, elle va remplacer non seulement la cavité acétabulaire, mais aussi et surtout la tête du fémur. Il y a aussi l'exérèse de la tête fémorale. Il s'agit d'une opération qui consiste à créer une pseudo-articulation en coupant la tête du fémur. Et cela permet de soulager la douleur. Il faut dire aussi qu'il y a la symphysiodèse qui est recommandée chez les jeunes chiots, qui consiste à fusionner chirurgicalement la symphyse pubienne. Et enfin, je pense en médecine humaine, il y a une technique qui consiste à faire ce qu'on appelle de la pectinectomie, qui consiste à couper le muscle du pectiné. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons une prothèse totale de la tête du fémur et nous constatons la tête du fémur qui est métallique et qui vient, le reste qui est implanté dans le canal de l'os fémoral. Là, nous avons la triple ostéotomie du bassin. Il s'agit de couper carrément la cavité acétabulaire en faisant une ostéotomie au niveau des trois os du bassin, à savoir l'ilion, l'ischio et le pubis. Là, nous avons l'exérèse de la tête du fémur. Donc, quand vous constatez, donc la tête du fémur a été coupée. Cela permet de constituer une pseudo-articulation et de soulager la douleur en évitant cette arthrose secondaire. Et enfin, il y a tous les appareillages d'orthèse, comme ici, nous avons l'orthèse de la hanche. Nous avons des appareillages qui permettent de réduire la pression au niveau de l'articulation coxo-fémorale en ayant des pneus qui soulagent un peu le membre postérieur et les efforts réalisés sur les membres postérieurs. Là aussi, nous avons une autre orthèse. Là aussi. Là aussi. Parlons à présent du pronostic. Il faut dire que le pronostic est très variable. Ce pronostic dépend, de l'âge du sujet. C'est plus facile d'intervenir chez des sujets qui sont jeunes plutôt que ces sujets dont la croissance est terminée. Ça dépend aussi de la race. Les races de petite taille sont beaucoup plus faciles à manipuler, alors que les races
ayant une pression sur l'articulation coxo-fémorale importante sont beaucoup plus difficiles à manager. Le pronostic dépend aussi du traitement, ça dépend aussi de la précocité de la prise en charge. Je pense qu'il est préférable d'intervenir rapidement que d'intervenir lorsque les lésions sont beaucoup plus poussées. Il faudrait dire aussi que le suivi, le pronostic dépend aussi de la gestion de la douleur, mais aussi des activités adaptées qu'on va rééduquer et qu'on va installer chez le chien. Pour ce qui est de la prévention de la dysplasie de la hanche, la première des choses, c'est de choisir la race de son chien. En effet, les chiens de petite taille et les chiens ayant une croissance moins rapide et les chiens les moins géants sont les moins disposés à faire de la dysplasie de la hanche. Donc, lorsque vous préférez des chiens géants, tout naturellement, vous avez toutes les chances de rencontrer ce problème. Il est important de faire une radiographie ou de demander un examen radiographique avant d'acheter votre chiot. C'est ainsi que il faudrait aussi demander la radiographie des deux parents du chiot et il faut refuser tout chien dont l'un ou les deux parents ne soient pas du code A. Donc si l'un ou les deux parents ont fait une dysplasie de la hanche, il y a toutes les chances que le chiot aussi soit dysplasique dans sa vie. Il faudrait contrôler l'alimentation du chiot. Il faudrait éviter que votre chiot prenne trop de poids. Donc, il faut réduire les aliments trop calorifiques. Il faut éviter les excès de protéines, l'excès de calcium et surtout le déséquilibre ionique. Heureusement qu'il y a de nos jours des services qui offrent des proventes de très bonne qualité tels que Everyday. Ici, à la maison des éleveurs, nous utilisons la canette Everyday. Il faudrait aussi contrôler l'activité physique du chiot, particulièrement lorsqu'il est très jeune, pour ne pas lui provoquer la dysplasie de la hanche. Il faut lui éviter un environnement où il y a des escaliers ou bien un environnement qui est très accidenté. En conclusion, je dirais que la dysplasie de la hanche est une anomalie du développement de l'articulation coxo-fémorale du chien, entraînant une laxité, des douleurs et une arthrose secondaire. Certaines races de grande taille, comme le berger allemand, sont prédisposées. Le traitement est le plus souvent conservatoire, mais il peut être chirurgical. Le pronostic est favorable selon l'état d'avancement de la dysplasie. Donc, mesdames et messieurs, chers membres de la communauté, nous sommes au terme de ce module qui est très important pour les éleveurs, car la prise en charge de la dysplasie de la hanche est très contraignante, aussi bien pour le propriétaire du chien que pour le chien lui-même, mais aussi pour le vétérinaire, parce que c'est une source de pression intense. S'il faut chaque fois administrer un anti-inflammatoire et que le propriétaire est obligé de faire plusieurs navettes, vous n'êtes pas du tout satisfait, vous êtes sous pression et c'est une gestion difficile. Et tous les vétérinaires savent que on préfère prendre en charge des animaux et obtenir des résultats satisfaisants que de voir un chien qui va faire des navettes des années et des années dans les cabinets où lui-même souffre et vous-même vous souffrez. Donc je suis au terme de ce module et je vous remercie infiniment pour votre attention. Je ne terminerai pas sans vous demander de liker les vidéos, de les partager. L'objectif c'est de les partager, l'objectif c'est de les utiliser, l'objectif c'est de les faire visionner dans vos cabinets en les mettant sur votre écran plat. Je vois déjà le cabinet Bombo en lui disant clique sur la chaîne YouTube l'Université virtuelle africaine de développement et faites passer les vidéos. Ce serait un bon élément pour agrémenter le cabinet. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous au prochain module. Ciao, ciao.